en Bongo, ils sont en déroute. Ils sont en déroute. Vous voyez, même d'autres pasteurs viennent non seulement du Congo, mais aussi ceux qui viennent des États-Unis. Vous voyez leur position. Ils ont une position beaucoup plus classique, intelligente. Moi, je pense que la Senko s'est trompée. S'est trompée. Complètement, ça se verra de toute façon. Puisque ce qu'ils ont accompli comme démarche, c'est une montagne qui va accoucher d'une souris. Il n'y aura pas de lendemain. Tout ce qui est le pacte social. D'ailleurs, une question qui a été posée en dehors de l'antenne, à savoir, est-ce que nous sommes restés bras croisés? Le gouvernement est resté bras croisés. Moi, je pense qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire réellement, mais il y a un point très crucial qu'ils sont en train d'entreprendre en ce moment, que très peu de gens suivent de très près. Quand le président de la République a engagé une démarche pour qu'il y ait une conférence pour revoir un peu la nomenclature des salaires. Moi, je dis c'est un pas des géants. Ça aboutira à un pacte social, puisqu'on veut revoir les salaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de disparités, qu'on puisse arriver à l'équité, qu'un huissier ou un militaire, un policier ne touche pas $100 alors que les députés ont plus de $21,000, alors que les ministres ont plus de $40,000, etc. On va essayer de revoir, de remodeler les salaires pour pas qu'il y ait... De réduire les trains de vie des institutions. Oui, pourquoi pas? On peut garder le train de vie des institutions. Le plus important, c'est que le peuple, les citoyens se retrouvent. Merci. Celui qui a $100 aujourd'hui, s'il peut se retrouver entre $300 et $500, ce sera déjà ce qu'on appelle une cohésion sociale, puisque beaucoup parlent de la cohésion. La cohésion, c'est quoi? C'est l'effet de se sentir appartenir à un État, à une nation. Le vivre ensemble aussi. Le vivre ensemble. Mais au-delà de ça, il y a un élément important, le bien-être. Très bien. Le bien-être, c'est ça aussi un élément de consensus, plutôt de la cohésion sociale, de la cohésion tout court. Très bien, merci. Donc, c'est en cours. Ça a commencé en avril. J'espère que ce mois-ci, ce sera terminé. Il faut que la presse suive ça de très près. Le peuple aussi, puisque... Là, vous parlez de la presse? De la presse aussi, oui. Puisque c'est pas tellement suivi. On en parle très peu. Je ne dis pas qu'on n'en parle pas. On en parle très peu. La preuve, elle est qu'on est en train d'en parler. Mais il faut encore plus mettre du pinch. Du punch, pour que les citoyens puissent suivre. Là. You speak English? Little bit. Ça c'est bien. Allez, le deuxième invité en plateau, Médard Tchoupadji, Congo Positif. Il accepte en ce jour de répondre à notre invitation, mais vous avez la question. Est-ce à ce jour la position prise par la Senko, celle de conduire les dialogues avec leur cahier des charges présenté au président de la République dernièrement? Est-ce la Senko ne s'aligne pas dans la démarche des années 90 où Monseigneur Mosengo avait conduit les travaux de la conférence nationale en République démocratique du Congo? Merci Chris pour l'invitation. Je salue mes frères avec qui nous partageons ce plateau. Et en même temps, je salue la population qui nous suit à la maison, mais en particularité une dame qui ne cesse jamais de soutenir cette lutte, Madame Karine Kampoui, à qui nous disons énormément merci parce que cette lutte doit avoir des soutiens. Je vous ai toujours dit que ce prélat catholique, souvent, sont partout, sauf là où ils devraient être. Oh, oui. Mais ça c'est trop fort. Hein? Ils sont partout sauf là vous où ils devraient être. Vous commencez avec des pics. Hein? Non, ce sont pas. Je suis très clair là-dessus. Vous savez, il y a un adage à titre commun qui dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais lorsque vous voyez par exemple Monseigneur Mouteba fréquenter un criminel, n'est-ce pas, un génocidaire, donc nous pouvons directement comprendre son statut vis-à-vis de ce monsieur. Il se disait quoi les deux? C'est à lui de nous dire ce qu'il se disait. Est-ce que Mouteba parce que ce que nous avons vu, c'est juste une image d'illustration de leur rencontre. Mais après, cette image de leur rencontre, d'illustration de leur rencontre, ça veut dire une photo, des souvenirs. Sincèrement, ils se sont retirés quelque part pour se parler. Mais c'est à lui de nous dire, et c'était autour de quoi, c'était quoi le contenu. Exact.
ce n'est pas seulement lui. Lorsque je dis fréquenter, c'est l'habitude. Ils ne sont pas à leur premier forfait. Vous vous souviendrez que là, toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo, où les rebelles sont en train de tuer, et on avait organisé une messe pour accueillir Nanga toujours et le bénir. Le même c'était à Rutshuru, hein? À Rutshuru, je n'ai plus encore le mémoire. Et le même fait encore revient avec Mouteba, et qui arrive aussi à bénir Corneille Nanga. Je ne sais pas. Il a béni. Nous avons vu l'acte. Nous avons vu l'acte. L'acte, il a béni. Nous nous disons, c'est quelle sorte de bénédiction? C'est par rapport à une affinité. Attendez, il a béni pour qu'il continue la lutte de tuer les compatriotes. Mais vous pensez que la bénédiction sert à quoi? La bénédiction, ça veut dire que nous vous ouvrons, nous vous ouvrons des portes. Ça veut dire que la porte est totalement ouverte. Exact. Il y a l'autoroute devant vous, vous avancez, nous vous soutenons. Et dans nos prières, même si on n'est pas en contact physique, de loin nous sommes en contact spirituel. Exact. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, ils sont dans une démarche nostalgique. Malheureusement, je le dis encore, ils ne sont pas sur les pas de leurs prédécesseurs. Ils sont tout à fait des côtés. Est-ce que Monsengo s'est distingué? Mais c'est ça qu'il vient de le dire, mon aîné vient de le dire. Monsengo s'est distingué, n'est-ce pas, historiquement dans presque toutes les démarches. Il incarnait les valeurs. Il y a eu une sorte de guerre entre Monsengo et le pouvoir à l'époque. Vous vous souvenez que c'est quoi ce que les médiocres dégagent, ça fait parler, il y a eu beaucoup de bruit, vous vous souviendrez. Mais vous savez, Monsengo a gardé, n'est-ce pas, cette ligne éditoriale, mais aussi plus la discipline enseignée, n'est-ce pas, dans les grands séminaires, petits séminaires. Parce que un homme de Dieu ne peut pas fréquenter tout le monde parce que vous n'êtes pas Dieu. Seul Dieu peut fréquenter et les diables et les démons. Parce que lui serait à mesure de se protéger. Là, vous êtes dans votre casquette de l'homme de Dieu. Hein? Ah non, là je vous dis ce qui est vrai. Seul Dieu peut fréquenter tous les deux camps. Vous vous souvenez même dans la Bible, il y a un jour où Dieu était en réunion avec ces gens, tout ça, le diable est venu, il n'y a pas eu une guerre encore. Alors que le diable était déjà précipité. Seul Dieu peut fréquenter les deux camps. Mais si c'est aujourd'hui les hommes de Dieu que nous respectons, qui fréquentent les ennemis, et en les bénissant encore, c'est plus grave. Pourquoi vous voyez toujours les côtés négatifs dans la rencontre? On va dire les rencontres parce qu'il y en a plusieurs. Attendez, pourquoi vous voyez toujours un côté négatif? Peut-être que le prélat, quand il croise les rebelles, il leur prodigue des conseils comme quoi, nos frères, arrêtez ce que vous faites, suivez la voie de la diplomatie, de la pacification. Par exemple, c'est ça qui se disent hein, entre ces... Je vais vous étonner. Vous savez, le régime passé a fait 18 ans à la tête de ce pays. Le prélat catholique était où pour nous présenter un plan de pacte social, tout consort naturel. Ça existait où? Et pourquoi il n'avait pas présenté ce plan de pacte national? Mais je me pose la question, c'est contradictoire. Quel contraste? Seul pacte national que nous pouvons avoir d'abord, c'est la Constitution. Nous ne pouvons pas écarter la Constitution, chercher encore d'autres pactes sociaux. Aboutir à quoi? Par contre, il devait faire pression sur le régime afin que la Constitution soit totalement respectée. À ce niveau, il n'y a personne qui ne parle de l'organisation des élections ou encore du processus électoral, mais tout le monde a les yeux fixés sur le dialogue pacte national tout consort. Ça va nous servir à quoi? L'histoire nous renseigne que nous avons connu plusieurs dialogues dans ce pays. Ces dialogues ont abouti à quoi? Ces dialogues ont abouti à quoi? Au partage Je l'ai dit, c'est juste ça. Mais aujourd'hui, le Congo doit avancer. Nous devons quand même regarder, aller de l'avant. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous a quand même aidé à avoir un digne fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, qui s'est totalement engagé afin de pouvoir éradiquer totalement cette guerre et bouter dehors les ennemis de la République, je vous pose la quel que soit le moyen. Je vous pose la toute dernière que vous allez venir nous amener encore notre plan qui va nous faire encore un pas en arrière et qu'on érige, je l'ai toujours dit, qu'on érige encore cela en culture politique à chaque fois qu'il y a des quoi, qu'il faut encore des dialogues, pour faire quoi, la toute dernière question. J'ai en même temps vous notez aussi cette question. Entre accord et dialogue, est-ce Kinshasa est-il sous pression des États-Unis? Parce que vous avez suivi les congrès américains qui appellent les Congolais à dialoguer, c'est-à-dire prendre ceux-là qui sont de l'autre côté, qui touchent aux armes, de les intégrer dans le pourparler, de sorte d'élever l'option de marcher ensemble.
Bref, je vais vous répondre que Kinshasa n'est même pas sous pression des États-Unis, moins encore du Rwanda, ou encore de qui que ce soit, ou bien une nation quelconque, mais plutôt aujourd'hui, Kinshasa est sous pression de l'accord que lui a signé. C'est cet accord, le contenu de cet accord qui doit presser Kinshasa, avec que Kinshasa arrive aussi à respecter les engagements pris, n'est-ce pas, aux États-Unis. Aujourd'hui, ce n'est pas les États-Unis qui vont presser la RDC, non. La RDC à la quête de la paix, du retour de la paix dans la partie Est, pour aussi la concorde. Doit veiller sur la mise en œuvre de lui maintenant, la RDC maintenant plutôt, elle maintenant, est pressée par l'engagement. Et on doit prendre des mesures pour qu'on quitte la phase théorique et que la phase pratique nous arrive, afin que nos populations qui vivent pendant longtemps dans cette partie de la République retrouvent totalement la paix. Donc il n'y a pas une pression d'un pays quelconque, c'est plutôt la pression des engagements pris dans cet accord. Merci. Et nous attendons les accords à venir, je crois que c'est le 27 qui ces accords pourront encore être signés. Nous attendons les sous-accords pour que tout aille mieux. Très bien. Allez, c'est les directs de votre émission. Avant de prendre Jules Pitra, je vais quand même apporter un éclaircissement concernant le point de presse tenu il y a 3 jours à Kinshasa, au centre culturel de Kinshasa, sur Triomphal, dans la commune de Kasavubu, par l'ancien patron de la ville. Nous citons Gentini Mbaka Ngobila, lui qui a fait un état de lieu de sa gestion en tant que gouverneur par le passé. Il s'est dit être meilleur parce qu'il a ramené l'autorité de l'État sur la ville-province de Kinshasa avec plusieurs réalisations. C'est ce qu'il a dit. Alors, moi ici, j'aimerais éclairer l'opinion concernant la direction générale de l'autorité de régulation et de gestion de publicité de Kinshasa, en sigle ARGP, dirigé actuellement par le directeur général Lobo Kasongo Graciel, nommé par arrêté du gouverneur de la ville le 18 avril 2025. Donc, ça fait 4 mois que Graciel est en train de diriger l'ARGPK, cette direction des gestions de publicité sur la ville-province de Kinshasa. 4 mois durant, Graciel est sur terrain. Graciel est en train d'inspecter les panneaux publicitaires sur la ville. Il est en train justement de faire revenir l'autorité de l'État, la régulation même dans ces secteurs. Une fois nommé, Graciel a trouvé des arriérés au niveau de cette direction provinciale où il y avait 7 mois d'impayement des travailleurs dans sa direction. Cependant, il a eu à payer 3 mois jusque-là. Il a payé 3 mois, mais aussi en ce qui concerne la dette du loyer. Vous savez, les loyers également faisaient problème avec 7 mois d'impayement. Il a actuellement payé 4 mois. C'est-à-dire, l'homme, depuis la prise des fonctions, vous sentez qu'il est en train de se battre pour que les choses aillent mieux dans ces secteurs. Mais par ailleurs, il a été contredit par celui qui a dirigé avant lui. Il s'agit comme ça de M. Moïse Mopata. Moïse Mopata qui critique actuellement celui qui gère la RGPK sur la ville de Kinshasa. Dans le temps, on appelait cette direction la direction générale de publicité de Kinshasa, DGPK. À l'heure actuelle, chers téléspectateurs, vous devrez connaître et savoir que Graciel est en train justement de s'aligner derrière la vision du patron de la ville, Daniel Bumba, celle de redorer l'image de la ville-province sur tout le plan. Avec ce qu'il est en train de faire, nous ne pouvons que l'appuyer, nous ne pouvons que le soutenir, de sorte qu'il puisse accomplir sa mission à la tête de cette direction. Il ne faut pas suivre ce que les gens sont en train de dire, ils appartiennent au passé. Aujourd'hui, nous devons regarder l'avenir et penser aux choses positives. Merci. Jules Pitra. Vous êtes cadre, communicateur du parti AREP du ministre Guy Luando. Bonjour et bienvenue. La question vous a été posée de savoir entre accord et dialogue. Voyez-vous Kinshasa être sous pression des États-Unis? Bonjour d'abord, cher Chris. Bonjour à mes co-débatteurs du jour. Je retrouve mon aîné
Gandhi Kassene et puis Médard Tchipadi, mon ami. C'était toujours un plaisir, un bonheur quand on se retrouve, mais surtout pour nous, comme nous avons la responsabilité d'éclairer la lanterne auprès de nombreux publics qui nous suivent et surtout le friand de cette émission, c'est politique, qui a de plus en plus pris de l'ampleur. Merci une fois de plus pour l'invitation nous renouveler. Je salue ici le secrétaire général de mon parti, Maître Richard Kamikalele. S'il faut aborder votre question, cher Chris, nous dirons que le pays est obligé de se plier ou de suivre ce qui sont les accords. Quand il y a accord, qu'il soit bilatéral ou qu'il soit multilatéral, le pays nous exige, la Constitution même nous exige à se plier à ces accords pour essayer de suivre ce qu'il y a. Mais s'il faut répondre à votre question sur la situation de la SENCO, où on a vu le président de la SENCO faire des embrassades avec le rebelle criminel Nanga, je crois que ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, cher Chris, c'est que les princes de l'Église aujourd'hui sont presque esclaves. Ils sont esclaves de Kagame, de Kabila et de Katumbi. Esclaves. Oui, ils sont esclaves, on peut lire dans leur comportement. Regardez, cher Chris, juste après l'accord, nous avons vu un point de presse de la SENCO saluant l'accord, disant que non, c'était un pas de plus vers la paix et autres. Pourquoi ? Ils ont dit ça parce qu'en cette période-là, nous avons tous remarqué que Kagame avait disparu sur la place publique. Kagame, on ne savait plus quelle était sa situation. Mais aussitôt que Kagame réapparaissait pour essayer de rejeter ce qui a été fait dans cet accord, tout de suite, on les a vus revenir, les uns rejetant ce qui était dans l'accord. Pourtant, le secrétaire général de la SENCO avait salué l'accord, mais nous avons vu que son patron est venu pour essayer de vilipender ce qui a été fait. Nous avons vu l'autre de l'autre côté, du côté des Nanga là-bas pour aller faire. C'est comme ça que moi je vous dis, en le regardant faire, tout le monde peut voir directement qu'ils sont esclaves d'un certain camp. C'est comme si ce sont des gens qu'on appelle le matin, mais bon, là, réveillez-vous, allez, faites du bruit. Donc c'est comme ça qu'ils sont en train de réagir. Ils réagissent comme par procuration, sans vraiment que ça soit vraiment leur volonté. Et ici, je rejoins les précédents co-débatteurs qui ont dit qu'on sent qu'ils se sont éloignés de leur ligne de conduite. Et ça saute aux yeux, tout le monde peut le voir directement. Et donc, malheureusement, c'est ça. Mais moi, la question que je me pose, nous autres qui avons grandi et avons étudié dans les écoles catholiques, nous autres qui étions catholiques aussi avant, aujourd'hui on ne l'est plus. Pourquoi on n'aide plus? Donc ça, ce sont des raisons personnelles. Okay. Mais seulement nous les avons vus faire, nous connaissons comment est-ce qu'ils vivent. Pourquoi aujourd'hui nous avons comme l'impression que l'Église catholique est prise en otage? Est-ce que toutes ces pensées, toutes ces lumières qu'on voyait hier, aujourd'hui ça n'existe plus chez eux? C'est comme si c'est devenu une affaire de 2-3 personnes. Pourtant tout le monde voit qu'ils sont en train de couler le bateau, mais pourquoi parmi eux il n'y a pas de voix qui s'élèvent? Nous avons vu par exemple, et tout dernièrement, j'espère que vous l'avez vu, l'abbé Blaise Kanda en train de fustiger ce qu'ils sont en train de faire, pour dire qu'ils se mêlent un peu trop de la politique. Pourquoi ils ne parlent pas de notions de dogme, de notions de principes de l'Église, mais ils ne sont devenus que forcément politiciens, ancrés dans la politique totalement, et même qu'ils le font avec beaucoup de ratés, comme l'a dit mon aîné, parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'école. À l'école, ils ont appris la philosophie, ils ont appris la théologie, et c'est ce qu'ils savent faire. Mais quand ils se mêlent dans la politique, et ils sont en train de se mêler les pinceaux, et puis ça dénote, ça sort un aspect. Parce que vous savez, quand on est un chef spirituel, il faut garder une dimension de modèle. Et mais maintenant, quand vous mettez vos fidèles dans la difficulté, celui qui était pris hier comme un modèle, aujourd'hui, est pris comme quelqu'un qui fait des choses gauches, ça dérange la foi des chrétiens. Et donc, moi, je les appelle, bon, peut-être pas eux, mais tous les autres qui sont restés à faune. Pourquoi vous ne dites rien? Votre silence est coupable. Vous avez le droit de dire quelque chose sur ce qu'ils sont en train de faire, ce qui n'est pas bien. Pourquoi tout le jour on vous voit en train de vous embrasser avec les ennemis? Mais il ne faut pas seulement tenir compte du comportement des prélats catholiques au sein de la SENCO. Il faut voir aussi les pasteurs du côté réveil, les confessions religieuses du côté réveil. Et aussi, ils ont des pics en politique. Il ne faut pas aussi oublier. Il n'y a pas que des prélats catholiques.
Ils ont des pics comment? Je n'ai pas vraiment très bien saisi. Donc, c'est-à-dire, ils se mêlent aussi en politique. Ils vont contre même la démarche des prélats catholiques de la Senko. Et donc, est-ce que pouvons-nous comprendre à l'heure actuelle non, ici, nous prêchons pour le bon sens. L'Église n'est plus dans sa lutte comment dirais-je, de chercher les âmes, de convertir les âmes à accepter le Christ. Et aujourd'hui, c'est plus la politique qui les intéresse. Apparemment, c'est ce que nous constatons à Kinshasa. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater. Malheureusement. C'est-à-dire qu'hier, c'était des voix qui portaient. Quand ils apparaissaient pour faire une déclaration, c'était des déclarations portées par tous, qui avaient l'unanimité de la population. Mais aujourd'hui, on se rend compte que nous avons de ceux qui, hier, devaient être de modèles, aujourd'hui sont devenus dans la masse. Des ambitions politiques. N'oubliez pas, moi je vous ai toujours dit ici, cette histoire de la gratuité de l'enseignement a créé un hiatus, c'est-à-dire un vide entre le pouvoir de Tshisekedi et l'Église catholique. Et c'est parti de là. Tout le monde sait quels sont le montant, quelles sont les sommes d'argent qui étaient généralement enregistrées chez eux. Mais depuis qu'on a institué la gratuité de l'enseignement, les autres ont regardé, et on a créé un désamour total qui a été consommé, que le gars devait partir à tout prix et il fallait chercher toutes les voies. Et quelquefois, quand on est devant une situation où on veut tout faire, on se rend compte qu'on devient étouffé. L'Église catholique qui était hier du côté des faibles, est-ce qu'aujourd'hui, elle est toujours du côté des faibles? Malheureusement. Regardez ce qui s'est vu dans la partie orientale. Tous ceux qui meurent à Goma et à Bukavu aujourd'hui, comment regardent-ils ces catholiques-là, qui ne savent pas condamner tous les méfaits, tout ce que les gens là font sur eux. Et quand ils se réveillent, ils voient que ces gens-là sont en train de s'embrasser avec les gens qui ont tué leur famille par de milliers, 15 000, 20 000 morts. Comment ces fidèles-là catholiques regardent ceux qui étaient hier ou ceux qui sont censés être leurs maîtres, leurs modèles? C'est un conflit interne qui se crée dans l'Église qui se disait être aux côtés des faibles. Est-ce qu'à l'ère actuelle, au regard de la crise humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui ne cesse d'accroître, est-ce que l'Église ne peut pas avoir les initiatives de trouver les fonds pour aller en aide à nos compatriotes? Non, les autres... Non, je n'ai pas dit ça. Avoir les initiatives... Les autres sont plutôt dans les élans, les réflexes mercantilistes. C'est ça le malheur. Aller dans les camps des réfugiés, dire une messe là-bas... Il n'y a plus rien dans ce sens. Il n'y a plus rien de moral. Tout est devenu... commercial et mercantile. C'est ça le malheur. C'est tout ce que nous, on est en train de décrire aujourd'hui. Nous aussi... qui sommes sortis de cette racine aujourd'hui, on se sent un peu malheureux. Mais quand les prélats catholiques se disent avoir le pacte social avec eux au regard des démarches entamées par ces derniers, ils ont fait le tour du monde pour voir un peu les personnalités du monde. À ce stade, ne voyez-vous pas ces prélats catholiques avoir les contenus qu'il faut pour la République démocratique du Congo, parce qu'ils tiennent toujours à ce que ces derniers puissent conduire ces dialogues? Où avez-vous vu un arbitre s'est targué la poitrine pour à tout prix arbitrer un match entre deux? À tout prix, c'est moi, si c'est pas moi, il n'y aura pas de match. Où avez-vous vu ça? En tout cas, ce que moi je sais, même dans la FIFA, quand on a fait un choix sur un arbitre, sur un match, dès qu'une équipe est en train de détester ce choix-là, je crois que la FIFA trouve mieux de trouver un autre arbitre. Si l'on sent qu'il est beaucoup plus proche de l'un ou de l'autre, on est obligé de chercher quelqu'un de neutre, quelqu'un de sain. C'est mieux comme ça pour éviter que... Or, aujourd'hui, nous avons compris. Tout se lit. Plus rien n'est caché. On comprend ce qu'il y a, les motivations, comment elles sont. Et c'est ce qui fait très mal aujourd'hui. Donc, nous pensons que... Nous les appelons à revenir au bon sentiment. Ils ont beaucoup de responsabilités. Ils ont prêté serment et ils ont beaucoup de responsabilités devant l'Éternel. Moi, je crois que, à moins qu'ils aient perdu leur foi, mais s'ils ont encore un grain de foi, qu'ils reviennent au bon sentiment. Mais Médard ne voit pas, en tout cas, les prélats catholiques revenir au bon sens. Hein. Vous ne les voyez pas, non. Même dans un rêve. Ça, vous savez, ça c'est un chemin d'aller non-retour. Ils se sont déjà engagés. Moi, je me dis aussi qu'il y a une donne spirituelle, il y a des contrats spirituels avec ces gens ici. Mais des contrats spirituels? Mais je vous l'ai dit, je suis encore modéré là-dessus. C'est-à-dire les contrats spirituels? Oui, ça veut dire qu'il y a des pactes spirituels à cause de ça. Parce qu'un homme de Dieu, c'est celui qui peut se récapituler et puis reprendre la bonne marche. Mais s'il ne le fait pas, donc il n'y a que l'imperfection en imperfection. Je vais vous étonner. Comment est-ce que vous pensez que nous sommes dans un pays laïque
où vous avez plusieurs religions, n'est-ce pas, qui concordent d'ailleurs dans la société. Mais vous prenez le luxe de vous dire que vous êtes la meilleure religion et vous choisissez vous deux pour venir imposer à la société un pacte social soi-disant et vous oubliez que les autres sont là. Nous sommes dans une... Et en plus, ils sont plus exclusivistes qu'inclusivistes. Ils sont là, les deux, dans un pays laïque. Ils veulent imposer à tout le monde. Les autres religions les autres communautés religieuses sont écartées. Vous avez les églises des réveils, vous avez les kimbanguistes, l'islam, les musulmans. Vous en avez plusieurs. Et vous tapez la poitrine pour vous dire qu'il n'y a que vous deux qui sont honnêtes. Et vous êtes parfaites. Vous là, les deux communautés là, vous êtes parfaites, que les autres, ils sont méchants. Mais ils sont partout en RDC, hein, dans les faits francs. Vous connaissez une seule... Les églises des réveils ne sont pas partout. Les églises des réveils ne sont pas partout. Les kimbanguistes ne sont pas partout. Les musulmans ne sont pas partout. Ils sont aussi partout. Ils devaient être modérés et puis avoir ce sens-là d'humilité, de comprendre que s'il s'agissait réellement... Et s'ils avaient la solution concernant la cohésion nationale, ils vont traiter le faux problème. Je vous ai dit ici. Les faux problèmes. Ils vont traiter les faux problèmes auxquels nous aurons des fausses solutions. Parce que, mais je vous le dis, vous pensez que devant Kagame, un certain Kagame va prendre les prélats catholiques et leur dire réellement la profondeur, la vérité de ce que Kagame est en train de chercher à l'Est? Je ne pense pas. On appelle ça les secrets d'État. Il ne peut pas s'exposer devant les prélats catholiques parce qu'à un moment donné, ils peuvent tout aussi vendre. Ils ne peuvent pas. Tous les présidents qu'ils ont rencontrés, n'est-ce pas, n'ont pas dit une certaine vérité là-bas. Raison pour laquelle ils vont tourner au rond, ils vont traiter les faux problèmes et ils veulent maintenant proposer aux Congolais aussi des fausses solutions. Ça ne va pas aller. J'ai fini. Laissez ceux-là qui maîtrisent ou bien qui détiennent le secret d'État, la profondeur, n'est-ce pas, de cette criminalité dans la partie Est, traiter le vrai problème. Raison pour laquelle Tshisekedi que vous voyez là, c'est un monsieur très calme. Il comprend, mais il laisse aussi faire leur travail. Et il amène le travail de l'autre côté. Leur travail, c'est dans l'église ou bien c'est dans la politique? Mais je vous ai dit ici qu'ils sont partout, sauf là où ils devaient être. Ils sont partout, sauf là où ils devaient être. Ils devaient être dans les églises, comme Jules Pitre l'a dit ici. Sur le terrain où les gens sont tués, ils peuvent aller quand même réconforter ces gens-là. Je me demande pourquoi en organisant quand même des messes dans les camps de réfugiés, par exemple, vivre cet espoir-là. Réconforter la foi des fidèles. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. On l'attend à la messe, mobiliser les fonds, acheter des villes. Arrêtez ces choses-là de mobiliser les fonds. 600 millions, attendez. 600 millions des œuvres caritatives. Nous n'avons même pas connu qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Dernièrement, c'était 25 millions. Ils ont fait quoi avec? Arrêtons avec cette histoire-là. J'aimerais même, je l'ai dit ici, j'aimerais même qu'on accorde ou bien qu'on donne ce moyen-là même à l'église kimbanguiste, ou bien les musulmans. Ils peuvent nous faire des bonnes choses. Attendez, les prélats catholiques qui sont en communion avec les rebelles, c'est-à-dire aujourd'hui un prélat catholique peut sillonner à Bukavu librement, à Goma librement, parce qu'il y a intrusion de ce côté-là. Mais eux, du fait qu'ils ont la facilité de croiser les responsables de ces groupes rebelles, aujourd'hui, est-ce qu'ils ne peuvent pas penser... Moi, je suis vraiment là. Ils ne peuvent pas penser à dire une messe. Réconforter la foi des fidèles qui sont dans des camps de réfugiés. Mobiliser les moyens. Quand même, c'est ça aussi le rôle. Parce que c'est aussi appuyer le côté faible des fidèles. Mais cette option-là est aujourd'hui impossible vis-à-vis de ce qu'ils vont tenter de faire. S'ils les font, c'est compromettre leur accord ou bien leur pacte avec leur père là-bas de l'autre côté. Vous savez, lorsque vous voyez ces gens, ils l'ont bien dit ici, que les moyens utilisés pour leur déplacement, c'était Kagame et les autres qui leur ont donné ces moyens. Vous pensez qu'un capitaliste comme Kagame, un criminel comme Kagame peut, n'est-ce pas, dépenser ses moyens financiers juste pour gratuitement non. En politique, il n'y a que des intérêts. Très bien, merci. Allez, Gandhi, est-ce aujourd'hui... la question, elle arrive. Est-ce aujourd'hui, les prélats catholiques peuvent nous dire que Goma est insécurisé, c'est-à-dire à Goma, on ne peut pas accéder aussi longtemps. Ils ont la facilité de croiser les responsables des rebelles, à l'instar des Nanga. Est-ce qu'ils peuvent tenir ces discours? Parce qu'ils ont la facilité d'aller là-bas. Moi, quand vous parlez de cette question, moi, je suis embrouillé, en fait. Pour moi, il fallait plutôt
c'est très parlant, c'est que Jules a dit. C'était très parlant. Mettre une séquence concernant l'abbé Kanda. Il a résumé la situation. Que quel que soit ce qu'on veut ou on cherche à analyser, c'est une perte de temps. Ils sont fichés, ils se sont affichés. Donc, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Il y a des enjeux pour eux personnels. Si réellement c'était pour la paix, ils savent qu'ils ne sont pas outillés. Ils sont catholiques. Ils ont une communauté qu'on appelle la communauté des Saintes Judio, qui est très spécialisée dans le domaine des conflits et autres, qui interviennent, qui souvent trouvent des solutions sans bruit. Mais pourquoi ils ne se sont pas rapprochés de la communauté Sainte Judio pour avoir accompli cette démarche incognito, pour pouvoir rapprocher des vues, pour pouvoir rapprocher les partis? Mais pourquoi ils se sont précipités? Mais je ne pense pas que le pape soit content de leur démarche. Ça pose un problème. Si l'abbé Kanda a dit tout haut, puisqu'il sait qu'il a raison. Kanda a dit quoi? Mais jamais ils nous ont parlé de la Sainte Trinité, jamais ils nous ont parlé de telle doctrine. Ils n'arrivent pas à en parler. Cholet, par exemple, qui est aussi dedans. Cholet, la dernière fois qu'il a célébré une messe, c'est quand? Il œuvre dans quelle paroisse, lui, hein? Ah, ben je ne sais pas. La Cinco. Non, à la Cinco, il n'a jamais... Il célèbre plus de messes depuis je ne sais pas combien d'années. Ah ben, c'est la grande question. Donc, je dis qu'on est en train de perdre du temps, nous, sur cette question. Nous, on devrait plutôt débattre des questions sur le devenir de la République démocratique du Congo. Et je vais prendre mon temps pour dire que on est en train de passer à côté de la réalité. Quand vous regardez le monde, comment le monde fonctionne, regardez le pays comme le Singapour, pas de richesse. Regardez la Corée du Sud, pas de richesse. Regardez le Moyen-Orient, des pays comme, comment on appelle ça, Dubaï, les Arabies Saoudites et autres. Vous pensez qu'ils sont devenus riches comme ça, d'un seul coup, par le pétrole, s'il n'y avait pas quelqu'un derrière? Les États-Unis ont été derrière toutes ces puissances-là, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit le Qatar, tout ça. Ce sont les États-Unis, malgré leur pétrole. C'était la même politique pour dire, je contrôle votre pétrole, la politique de gestion de vos minéraux, c'est-à-dire le pétrole en l'occurrence, mais moi je vous assure la sécurité. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, tout ça, ils sont sous le parapluie sécuritaire des États-Unis. La Corée du Sud, pareil, Singapour, le Japon. De ceux-là qui disent que Tshisekedi a bradé les minéraux. Non, ils racontent leur vie. Si c'était déjà intelligent, les mines ne viennent pas de naître aujourd'hui au Congo. Depuis 60, des mines existent. Même aujourd'hui, on vend des minéraux. Et ces gens qui disent ça, ils connaissent le pourcentage que nous gagnons dans les mines aujourd'hui. On n'arrive pas à 20%. On est en dessous de 20%. Le deal qu'on doit avoir d'ici quelques jours, donc le 27 avec les États-Unis, imaginez, ça peut faire en sorte qu'on se mette sur les rails de Singapour, de l'Allemagne, même l'Allemagne. L'Europe a été reconstruite par les États-Unis. Ils ont dépassé, je crois, 160 milliards pour reconstruire l'Allemagne principalement et le reste de l'Europe. Le plan Marshall. Mais aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce qu'ils envisagent? Plus de 580 milliards. C'est pas peu de choses. Non. Et puis, d'entrée des jeux, ils projettent d'investir plus de 50 milliards pour les infrastructures. Ils vont monter des industries ici, notamment, non seulement pour extraire des minéraux, mais aussi pour transformer certaines de ces minéraux sur place. C'est pas la création d'emplois. Le fait d'avoir construit des autoroutes qu'on n'a pas à ce jour, de construire des routes qui vont aider même pour ceux qui travaillent dans l'agriculture, dans l'élevage, à produire beaucoup et les routes à dessert agricole. Agricole, par exemple. Moi, je dis que là où nous avons tort, c'est que les Américains viendront, même pour l'agriculture, hein. Il n'y a pas que les minéraux, l'industrie agricole. Mais le problème, c'est que les gens sont distraits. Ceux qui disent n'importe quoi, ils veulent nous distraire. Les Américains ont dit de développer ce qui est prévu dans les CAF. Pourquoi? C'est aussi à leur avantage, puisqu'il faut que ce qui était décidé au niveau des CAF, qu'il n'y ait plus de frontières douanières et autres, libre-échange,
Et ça va les profiter aussi, puisqu'ils vont développer l'agriculture ici chez nous, l'industrie agricole. Mais ils vont vendre ici en Afrique, ce produit-là. Puisque nous ne mettons pas dans l'ordre de bataille d'être des acteurs. On veut toujours être sujet des relations internationales, ça pose un problème. Si le gouvernement pouvait prendre des mesures, même pendant qu'on est ici, dire on va de manière extraordinaire et exceptionnelle débloquer de l'argent pour l'agriculture, quitte à s'endetter, développer l'industrie agricole. Quand les Américains vont venir, ils vont trouver que nous avons aussi quelques structures au niveau de l'industrie agricole ici dans notre pays. Quitte à ce qu'ils amplifient ce qu'ils vont trouver, mais on ne fait rien. L'intelligence artificielle arrive. Les données de notre pays, c'est limité. Si nous mettons nos jeunes qui sont au chômage, qu'ils soient juristes, qu'ils soient économistes et autres, dans ces sillons-là de l'intelligence artificielle, pour pouvoir aller recueillir les données, demain, on va s'enrichir, on va vendre certaines de nos données. On va être acteur dans l'intelligence artificielle. Au lieu d'attendre que ça nous vienne d'ailleurs. Vous savez que ne serait-ce que sur ça, pour voir que c'est ça l'enjeu de demain, pour développer quel que soit le secteur de la vie. Les Américains ont mis cette année, ils vont amplifier les choses les années à venir, plus de 500 milliards pour les recherches dans l'intelligence artificielle. Les Chinois, ils sont à 300 milliards. Les Français, entre 130 et 150 milliards. Est-ce que nous avons mis même 1 million pour que ne serait-ce que les jeunes de Bandal puissent avoir des données sur Bandal dans tous les secteurs. Les jeunes de Bandal. Je dis un exemple. Un exemple, je pouvais dire d'Ngadema. Non. Je préférais, parce que Bandal n'est pas loin d'ici. Je les salue d'ailleurs. Allez. Donc moi je dis qu'il y a un problème là-dessus. Avant d'en arriver, il va falloir d'abord retrouver la paix dans la partie est de la République démocratique. Mais c'est l'objectif. C'est ça la grande question. Mais oui, la paix on l'aura. N'en déplaise, on l'aura dans quelques mois. Je dirais dans 6 mois. N'en déplaise à ceux qui ne croient pas. On va signer des accords économiques avec les États-Unis. Vous pensez qu'ils vont envoyer leurs investisseurs dans un pays en désordre? Il y aura de l'ordre, même forcé, il y aura de l'ordre. Et l'argent n'aime pas le bruit. Et puis en plus, il a été dit par des autorités américaines, relayées même par l'ambassadeur des États-Unis ici. Ceux qui ne vont pas respecter, ben, ils seront chicotés. C'est pas le terme. Alors, c'est là, vous avez suivi les revendications de M23 qui demandent la gestion de l'espace Kivu pour 8 ans, même si certains ont démenti cette information. Mais vous voyez que de l'autre côté, ils ne somnolent pas. Ils sont en train de multiplier des stratégies pouvant toujours déstabiliser la République. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est concentrer dans ce qui doit être fait. Oui, ils demandent, ils réduisent comment? Puisqu'ils ont déjà géré cette partie-là durant 18 ans. Ben, vous savez, le Rwanda a contrôlé l'Est du pays durant 18 ans. Il contrôlait les services de sécurité, l'administration, il contrôlait les finances, il contrôlait l'armée. Mais pourquoi ils demandent 8 ans? Ils ont déjà géré pendant 18 ans. Vous pensez que le Congo est bête pour accepter ce genre d'accord? Quitte à mourir, je pense que le président de la République mettra tout en jeu. Ça ne sera jamais fait. Là, c'est, en lingala, on dit, c'est le rêve d'un... Dr Baba. Oui, c'est ça, oui. Exactement cela. Ils sont en train de rêver, il est permis de rêver debout. Parlons des prélats catholiques, je reviens là-dessus. Ils sont en train de gêner le gouvernement, surtout les autorités. Ils ne gênent pas le gouvernement. Ils sont-ils engagés dans la politique? Disons le président de la République, le gouvernement n'existe pas ici. Moi, je vous dirais, dans la politique? Je suis sur 10e rue Télévision et ils ne gênent pas le président de la République. Le gouvernement n'existe. Et le gouvernement est où? Le gouvernement congolais n'existe pas. Il y a quelques individus qui jouent pour travailler dans le sens du gouvernement. Le gouvernement n'existe pas? Non, il y a quelques individus comme le ministre de la fonction publique, comme le ministre des Affaires étrangères, Kai Kwamba. Il y a des têtes comme ça, il y en a peut-être 4, 5, 6, en exagérant 7. Ben, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas rencontré. Le ministre de l'Agriculture. Non, quelle agriculture pêche? Depuis combien de temps ils ont promis des bateaux de pêche? C'est où? Apparemment, rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait, il y a toujours des promesses. Qu'est-ce que Kinshasa est en train de faire actuellement pour qu'on ait une mise en œuvre de cet accord? Mais bien sûr. Et cet accord doit être accompagné par tous. On devrait déjà prendre les devants, quitte à ce que les autres viennent amplifier les choses. Il y a de l'argent. Je vous ai dit, on aura plus de 500 milliards. Les 500 milliards là, alors que la Chine, pour se développer entre 2000 et 2020, la Chine a mis sur le tapis 150 milliards
Vous voyez ce que peut devenir ce pays, au-delà même de l'Allemagne d'Afrique, avec ce montant-là, les 500 milliards. Il avait raison, mais sauf qu'il n'a pas su l'expliquer, ou ses communicateurs n'ont pas pu s'apaisantir là-dessus et expliquer les choses. Il avait raison, ce monsieur-là, le président de la République. Moi, je dis que nous pouvons, sur les 10 ans à venir, les 15 ans à venir, avec ces 500 milliards et notre budget maudit. Très bien. On peut même, à la longue, d'ici dans les 5 ans à venir, avoir un budget qui dépasse les 50 milliards. Si tout est mis en œuvre. Donc, il faut soutenir cet accord des Américains. Doha, c'est la distraction. Doha, c'est un ballon d'essai. C'est la distraction. Parce que les USA lui-même demandent à ce que les USA l'ont fait comme ils le font dans tous les accords pour savoir ce qu'il y a dans leur ventre. On le dit comme ça. C'est un piège. C'est pas un piège, c'est pour savoir ce qu'ils ont à l'intérieur de... Les Qatar qui a aussi beaucoup investi non, au les Rwanda, Qatar, il doit s'assurer. vous l'avez suivi. Ils ont investi au Rwanda, certes, mais les Américains ont dit aux Qatariens, investissez plus en RD Congo qu'au Rwanda. Les choses vont changer. Même pas, les choses sont en train de changer. Merci. Aujourd'hui, les Rwandais ne peuvent pas parler. Kagame est dans une situation grave. C'est-à-dire, il dort mal, alors que Tshisekedi maintenant commence à dormir très bien, paisiblement. Mais il ne faudra pas qu'il s'arrête là. Il faut qu'on arrive, j'en profite, parce que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Très bien. Je souhaiterais qu'on ait dans un bref délai un gouvernement de moins de 25 ministres. Merci. Est-ce que soutenez-vous les allégations de notre aîné en plateau qui dit que sur le plan national, parlons de l'exécutif, le gouvernement ne fait absolument rien. Il y a quelques têtes qui se distinguent. À l'instar, il a cité Liaou, Kaikwamba, et on pourrait ajouter sur la liste Doudou Fouamba, et puis voilà. Je crois que j'épouse l'idée de mon aîné KCD, qu'il a bien dit. Hein. Il a bien dit qu'il est important, le moment n'est plus encore à des crises inutiles ou des conflits inutiles. Il faudrait donc parler de développement en ce moment ici. Parce que, comme il l'a souligné, dans ce gouvernement, il y a quand même des vertébrés vrais, au vrai sens. Il y a Kaikwamba qui a fait ses preuves et on ne peut même pas douter de ce qu'elle a fait. J'ai vu une dame du PPRD qui voulait donc se comparer à Kaikwamba. J'aimerais dire... La pauvre Mouyumba, c'est ça? C'est vous qui connaissez son nom. Et j'aimerais... Oui, c'est vous non, qui ça connaissez c'est son ça, nom. non, ça c'est blaguer avec Kaikwamba. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Ça c'est blaguer avec Kaikwamba. n'est pas de sa pointure. Hein. Donc il faut quand même respecter ceux qui ont mieux travaillé, qui ont bien travaillé. C'est le cas de Kaikwamba, qui a bien travaillé, qui a fait ses preuves. Il a démontré à la face du monde qu'elle a des compétences importantes qui pouvaient quand même booster surtout l'espace international de la RDC, la politique extérieure de la RDC. Je m'aimerais m'adresser directement au prélat catholique. En parlant ici, nous ne sommes pas contre vous. C'est ce qui est vrai. Nous ne sommes pas contre vous. Mais nous sommes juste contre votre démarche. Au-delà de ce que vous êtes en train de faire, rentrer à l'église, communion, nous pouvons manger, tout ça, prier ensemble, c'est mieux. Mais je vous dis que nous ne sommes pas contre vous personnellement, mais plutôt, nous sommes contre votre démarche. Leur engagement politique. On dit souvent qu'on peut ou ne pas communiquer, on communique toujours. Tout est communication. Tout est communication. Donc si vous pensez poser l'acte, et vous voulez nous interdire, nous, ne pas comprendre votre but, ne pas analyser, interpréter votre acte, c'est être méchant. 80% de la population aujourd'hui a compris que votre démarche est une mauvaise démarche. Pourquoi c'est au moment où un président de la République prend conscience, il met au moins la volonté de pouvoir, n'est-ce pas, ramener le pays sur un chemin de la paix? C'est en ce moment que vous voulez nous amener un pacte social, selon vous, dont le contenu jusqu'à présent n'avait pas été révélé à la population. Il pensait que Tshisekedi allait mettre au PAC, n'est-ce pas, l'accord aux États-Unis. Fort malheureusement, cela s'est passé dans toute transparence et tout le monde aujourd'hui a le document. Alors, mais Martin Fayulu qui avait aussi demandé au chef de l'État de recevoir ces prélats catholiques, est-ce que Martin s'inscrit en faux en faisant confiance aux prélats catholiques? Martin Fayulu ne s'inscrit pas en faux. Martin Fayulu, c'est une personnalité politique importante. Je dis bien politique importante. Lorsqu'un politique parle, il faut aller au deuxième degré de son discours. Il faut lire entre les lignes. Il a peut-être, j'ai dit, il a voulu peut-être se dédouaner, n'est-ce pas, de dire que je suis contre ceux-là qui m'ont peut-être soutenu il
il y a peu, et je ne peux pas le faire. Alors, il est allé dans le même sens, sachant qu'il y a déjà 2 lunes discontinues. Alors, il y a Tshisekedi qui leur donne la passe, mais qui ne compte pas sur cette passe-là. C'est par respect qu'il le fait et qu'il les reçoit. Mais s'ils étaient aussi sincères vis-à-vis de la population, dernièrement, nous avions les échos qu'ils avaient été accueillis par le chef de l'État. Mais ils n'ont pas quand même fait révéler à la presse le feedback de leur entretien. Jusqu'ici, dites-nous c'est quoi le contenu. Nous avons quand même l'accord signé. Aujourd'hui, nous avons les contenus. 23 mais pages. ça reste secret. Ils ne peuvent pas dévoiler. Mais ils ont dit qu'il y a des causes profondes. S'ils ont des causes profondes, dites-nous la vérité. Quelles sont ces causes profondes? Mais les causes profondes, si il s'agit de personnifier, dites-nous quand même. Nous allons dénoncer ces gens-là. Parce que tout, vous savez, aujourd'hui, le Rwanda passe à une vitesse de croisière sur les réseaux sociaux en train de diaboliser cet accord. Mais si c'est... C'est là où j'y arrive. C'est là où j'y arrive. Et les États-Unis, mais les prélats commencent déjà à critiquer l'accord. Je vais rejoindre mon aîné Kassende lorsqu'il dit que au grand séminaire, ils n'ont pas appris ce que nous faisons ici de la politique. Ils ont étudié des théories, la philosophie. Raison pour laquelle vous voyez un bon qui ne maîtrise pas les enjeux internationaux, il va s'attaquer à Donald Trump publiquement. Donald Trump se fait grand, il vient ici se mettre. Ça, un langage hautain comme ça vis-à-vis d'un président des États-Unis, n'est-ce pas? Et vous tenez un tel langage, vous oubliez qu'aujourd'hui, même votre Vatican est dirigé par un Américain. Si vous maîtrisiez réellement les enjeux, n'est-ce pas, l'espace international, vous auriez dû comprendre comment est-ce que ce monsieur-là est devenu pape. Ce n'est pas pour rien. Alors, cette faiblesse-là, et je pense que c'est une recette qu'ils doivent nécessairement évacuer. Ils doivent nécessairement se dégager de cette recette-là pour, n'est-ce pas, chercher la concorde. Jules, vous allez conclure l'émission. C'est comme ça qu'on arrête la parole, mon cher. On dit même chuter. Non. Ça, vous ne dites pas. Vous n'allez pas chuter aujourd'hui. Jules, vous avez la parole. Sauter. Quand Gadi propose que dans les futurs gouvernements, qu'on ait au moins un gouvernement réduit, vous avez dit 25 membres. Même moins. Donc, ça sera un gouvernement de crise. Comment peut-on l'appeler? Fonctionnel, cohérent. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence. Avec 25 secteurs bien ciblés. Mais oui, mais il y a même moins que ça comme secteur dans la République. Nous avons les gouvernements provinciaux. Ils servent à quoi? Mais le gouvernement central doit centraliser l'essentiel. L'éducation, il y a 4 ministres. Pourquoi? L'économie et finance, ils peuvent être ensemble. L'agriculture, l'environnement peut... Guy Luand aussi, c'est lui qui restera, peut chapeauter 5 ministères, habitat, affaires foncières et autres, environnement, etc. Ce sera cohérent. Aujourd'hui, on est dans l'incohérence totale. Il faut qu'on arrive à un gouvernement de cohérence. Formation professionnelle, ESU, EPST, CND, tout ça. Mettre tout ça pêche, ensemble. Élevage, justement, ministère de l'Agriculture, au sein là-bas, il y a des directions de pêche. Pêche, élevage, tout ça, oui. Mais il faut savoir que l'éclatement vient de la source, de la base. C'est-à-dire que quand viennent les élections, quand on s'est réunis pour faire un front commun, après on veut satisfaire tout le monde, et donc on veut faire des éclatements pour que tout le monde se retrouve. Même quand on se retrouve dans une situation de crise, une situation où le pays est menacé, je crois que sa voix est une voix qui porte. C'est-à-dire qu'on peut réduire la taille du gouvernement. Désormais, en confinant ce qui a été hier éclaté, on peut facilement les confiner et créer comme ça, dans dans son cabinet, plusieurs services qui prennent en responsabilité chaque domaine et ça va. Les secrétaires généraux vont demeurer et puis ça va aller pour de bien. Donc moi je crois que c'est ça. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que j'ai rejoint un peu mon aîné qui disait que Doha aujourd'hui c'est pratiquement une distraction parce que une chose est vraie, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'accord qu'il y a eu le 27 juin aux États-Unis, c'est fait sur pied de la résolution 2773 des Nations Unies. Vous négligez Doha et vous faites confiance aux USA? Mais Doha, c'est toujours les Américains. Les Américains sont toujours là. C'est-à-dire que sur le plan, on a traité avec le Rwanda. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit, mon cher Chris, Tshisekedi arrive, il dit qu'il va prendre la chose sur les 3 dimensions. La dimension locale, la dimension bilatérale avec le Rwanda et puis la dimension internationale. Aujourd'hui,
il a gagné sur le plan international. Hier, on l'accusait d'être quelqu'un qui s'est trimballé dans le monde entier. Mais aujourd'hui, il a gagné sur le plan international. Il nous a pondu. Il a réussi à avoir la résolution 2773. C'est fini. Désormais, nous avons donc un soubassement qui condamne ouvertement le Rwanda. Et tout le monde l'a vu, tout le monde l'a signé. Et donc aujourd'hui, les États-Unis, une des superpuissances des Nations Unies, pays permanent avec droit de veto, se présente comme un facilitateur dans un accord avec un autre pays. Donc aujourd'hui, il y a facilement dissuasion. La signature du Rwanda dans cet accord prouve que le Rwanda est partie prenante dans ce qui se passe dans la partie orientale. Il l'a reconnu, il a tout reconnu, parce que les preuves ont été faites pour qu'on arrive à avoir une résolution. C'est-à-dire que cela a été prouvé. Ce sont des plaidoyers qui sont faits avec preuve à l'appui pour montrer noir sur blanc que ceci existe. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus rien à attendre si ce n'est que voir les Américains venir avec toute leur dissuasion. Chez eux, ils disent time is money. Ils n'auront pas du temps à perdre. Ils veulent faire de l'argent. Trump n'a que 4 ans au pouvoir. Et donc, je crois que plus vite on va aller et les autres n'auront que leurs yeux pour pleurer. Merci. Merci, Chris. Merci à vous. Tu n'es pas content? Tu n'es pas satisfait? C'est le temps. Non, c'est l'État. Merci beaucoup, Gilles. Gilles est très respectueux. J'ai respecté. Merci beaucoup. C'est gentil. Bien habillé. Hein, merci. Joyeux anniversaire, Jancy Kimvula, les grands réalisateurs de mon pays. Jancy Kimvula, Kim, heureux anniversaire à toi. Longévité, prospérité et plein de bonnes choses à toi. Je n'oublie pas JR Kalenga, les coordonnateurs du Super Café Atlanta au niveau de la 7e rue du Mété. Merci à la grande équipe. Fatou Ndukumbo, ça va? À la seule caméra woman en plateau, derrière toutes les caméras. Très jolie, hein, Fatou. Continue comme ça. Les pasteurs, JC Kabambi. Pasteur, ça va? Allez, je vais saluer de l'autre côté l'initiateur du Gréco. Allez, Clément Kou. Je n'oublie pas Enoch Louyeye, puis Pati Salé. C'est ça la grande équipe qui réalise au jour le jour votre émission. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous suivre. L'anniversaire de ma mère, c'est demain. Déjà, heureux anniversaire, maman. La cartésienne, la femme a un grand cœur. Voilà. Non, je ne sais pas quoi. Allez. Allez. Moi d'ailleurs. Joyeux anniversaire à ma mère. Allez, on se salue. Hein. Merci d'être là. Merci. Merci. J'ai une vite. Oui. As la pita. Merci.